Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Christophe pour parler du championnat du monde francophone de face-à-face virtuel, dont Christophe était le principal organisateur, et donc pour une vidéo de débrief de cette compétition. Alors bonjour Christophe. Bonjour. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était que le championnat du monde francophone? Tout à fait. Alors, le championnat du monde francophone, c'est une compétition qui s'est déroulée en face-à-face virtuel. Ça veut dire que chacun reste chez soi et on discute des ordres sur les différentes parties à travers Discord. Il s'est déroulé du vendredi 18 au dimanche 20 mars. Il y a eu en tout 7 différentes parties. Le vendredi, on a réussi à faire qu'une seule table, mais on était quand même plus nombreux que 7, on était 11. Ensuite, le samedi, il y a eu 2 différentes rounds de 2 tables et également 2 tables dimanche pour clôturer ce championnat. Et du coup, ce championnat, il fait aussi partie de la Ligue francophone de face-à-face virtuel. Effectivement, les parties comptent pour la ligue qui se déroule tout au long de l'année. Toutefois, il faut quand même avoir fait un certain nombre de parties de ligue, à savoir 2, pour pouvoir prétendre à participer à la finale de la ligue à la fin de l'année. Et donc, petit moment promo, du coup, la prochaine partie de la Ligue, du coup, c'est le 9 avril, si je dis pas de bêtises. Le 9 avril à 20h, exactement. Et on jouera sur Diplomania. Alors, on va regarder maintenant un peu les parties dans le détail. Donc, on va commencer dans l'ordre chronologique, donc par la partie de vendredi. Donc là, on a le premier coup donc, de l'ouverture du printemps. Ok, donc l'Italie qui part sur Trieste. Plein de boons pour la Russie. Ok, assez classique dans l'ensemble. Voilà. Donc, une ouverture assez classique. Voilà, il y a un boon sur mer Noire, peut-être le seul truc à noter, mais sinon, il n'y a pas de grand-chose de particulièrement exceptionnel. À l'automne, on a quand même un premier truc. On sort un peu de l'ordinaire, c'est que l'Italie joue avec le Turc contre l'Autrichien d'entrée. Ah, en convoyant en Grèce, ok. Il soutient un convoi en Grèce. La Serbie est coupée par Trieste, donc là on a déjà le premier step de la partie qui a lieu ici. Du coup, c'est Loïc et Nicolas qui commencent à jouer ensemble. Et puis à l'ouest, pour l'instant, bah, c'est pas très net. Le Russe rentre en Suède. À noter quand même la flotte de Mao qui va en Espagne, côte sud. Ah oui, effectivement, c'est important. Donc Peut-être mettre la pression sur l'Italie assez vite, mais au niveau des ajustements, quelque chose d'assez classique. Une nouvelle flotte française à Brest pour avoir une deuxième flotte. L'Allemagne fait une deuxième flotte. Petite chose un peu étonnante, c'est l'armée à Londres. une armée anglaise. C'est une armée anglaise à Londres d'entrée, c'est pas forcément le plus banal. Et du coup, au sud, l'italien qui insiste contre l'Autriche, a priori. Et donc là, on a l'impression qu'il y a quand même une bonne entente anglaise et allemande au nord pour aller contre la Russie. Le français qui vient jouer au sud, ça ressemble un peu à une triple alliance à l'ouest quand même. Oui, effectivement. Avec toujours une mésentente sur la Belgique, mais sinon, c'est vrai qu'ils partent tous les trois vers l'Est. Et ça a l'air de surprendre un peu du monde au sud parce que l'Italien est même pas en position d'assurer la Tunisie. La première agression de l'Italien sur l'Autrichien n'a pas l'air d'avoir très bien fonctionné. Et du coup, là, l'Italien, il prend un retour de feu directement parce qu'il se prend tout le monde sur la tronche. Et il va même perdre Venise, donc l'Autrichien qui récupère Venise dès la deuxième année. Et Trieste, ok. Voilà, donc là, on a vraiment une alliance à 3. Donc ça, c'est important de le voir. Et en face, il n'y a pas vraiment de coordination pour les bloquer. Donc il y a pas de bloc russe, Autriche, italien qui vient contrer l'allemand et le français. Et ils A se l'impression que sont ça va être- enfin mis d'accord pour la Belgique. Et voilà, et la Belgique est française. Ça, c'est beau. C'est une leçon d'histoire qu'il faudra retenir. On notera que la Suisse est toujours neutre à ce niveau de la partie. Ok. Et la flotte de Sébastopol qui va en Arménie, on sait pas pourquoi. Bah, je pense qu'il avait anticipé en Ankara, Arménie pour Ouais, ouais. en pensant que le Turc allait lui prendre Sébastopol en force au prochain coup, mais du coup, il perd Sébastopol direct. Et la Roumanie et la Serbie. Ah, le Turc est pas mal en fait. Le Russe tombe à 3 centres, l'Autrichien a plus que 4 centres. Ok. L'Italien en a plus que 3 aussi, donc c'est un peu la misère. Et là, déjà, ben ouais, la triple alliance à l'ouest qui écrase un petit peu tout, hein. Effectivement, avec l'anglais qui rentre déjà à Moscou. Il y a que le Turc qui fait bonne figure au sud, mais du coup, c'est vraiment pas bon signe pour l'Autrichien et pour l'Italien à ce niveau-là.
Ou alors, faut espérer que l'un des protagonistes se tape assez vite. Donc là, on est à l'automne de la troisième année, donc il y a une petite entente. Le russe a l'air de jouer avec l'anglais contre le turc maintenant. Bon, on a l'impression qu'il y a des concours de circonstances qui font qu'ils se mettent à jouer ensemble. Le Turc va régresser un peu en perdant la Serbie aussi. Pas compris Mm. pourquoi il a pas fait Bulgarie-Serbie, mais non. Ouais, non, c'est assez étonnant. Et pourquoi il prend pas la Grèce? Parce que quitte à avoir bourriné Oui, l'italien oui. et l'autrichien, faut peut-être y aller au bout d'un moment. Et alors après, c'est peut-être pour permettre à l'autrichien de garder sa flotte en Adriatique et de pas démobiliser. Ils se sont peut-être quand même rendu compte que la triplice allait faire mal. Ouais, bah, elle fait mal en tout cas, Oui, parce que à ce oui. niveau-là, si on regarde le comptage des centres, il y a quand même 18 centres au nord et des bonnes positions pour avancer et plus grand-chose au sud, quoi. Donc là, ça continue à dérouler pour la triplice. Alors là, on a un super coup de l'anglais où il y a à peu près tout qui tient. Il n'y a que Moscou, Sébastopol, où il y a un petit coup tactique là, autour de la Roumanie dont Steve était très fier, donc, dont il nous a parlé dans cette petite interview pour ceux qui seraient intéressés pour avoir le détail. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le moment maintenant au printemps 05, donc du retournement de l'anglais. Donc, l'anglais qui se retourne contre l'allemand. Donc, c'est ça qui va changer un peu la partie, qui va éviter que ça déroule de trop côté de la triplice. Il va se taber et du coup, il va prendre la Suède, la Belgique dans le même temps et Varsovie. Donc, il passe à 9. Ok, ouais. Et le Français qui essaye de remonter. L'allemand est très mal placé, il va perdre le Danemark, la Hollande peut-être. Et voilà, donc les trois flottes anglaises qui arrivent. Il n'y a plus de Russes. Adieu Cyril. Voilà, vers le Danemark. Ah, on récupère la Belgique, mais Ouais, il y a une Amer en Rhénanie qui va prendre autre chose. Le Turc et l'Autrichien ont l'air de jouer ensemble quand même. Ils vont sûrement récupérer Varsovie et Moscou sur cette situation. Et oui. donc, si on déroule un petit peu, bon voilà. Là, je pense que ça déroule pour l'anglais de mémoire. Donc, c'est ça, il reprend la Hollande à la place, il assure le Danemark. Il va perdre Moscou et Varsovie. C'est ça, Moscou pète. Varsovie pète, pardon. Et donc, l'anglais va même prendre Kiel et le Portugal au passage. Donc, un petit guess de l'anglais sur Mao qui est plutôt bien joué. Donc, je veux résumer. Donc, victoire de l'anglais à 10 centres. Donc, de Steve qui fait sa première victoire. Eric et Loïc qui finissent à 8 deuxième avec la France et la Turquie. En deux mots sur cette partie, c'est vraiment donc une Western Triplice qui déroule vraiment à fond. Un Turc assez fort en face et puis un stab de l'anglais qui est gagnant. Et qui finit mal pour l'Allemand, comme souvent. Conclusion, pas de Western Triplice quand on est allemand. Ah ouais, moi j'aime pas en tout cas quand je suis allemand. Ah, plus sérieusement, c'est lui qui prend les risques et c'est rarement lui qui en gagne le plus. Donc c'est vrai que c'est toujours délicat pour l'Allemagne. Après, on en a vu des Allemands gagner avec des Western Triplice, mais Oui, c'est généralement plutôt favorable aux Français, à l'anglais et un peu moins à l'allemand. Si on regarde peut-être la deuxième partie, donc qui s'est jouée maintenant le samedi, donc encore une partie qui est analysée en détail sur l'interview de Steve, donc on va regarder que très rapidement également. que j'ai joué. Ok, ouais, alors là, direct, l'Allemand en Bourgogne. Donc c'est Eric l'Allemand donc, qui va agresser Christophe. Des mauvais souvenirs encore du coup en perspective. Écoute, non, bah, il m'avait promis de pas y aller, mais bon, il a quand même été, il a choisi de jouer avec l'anglais, quoique là encore, il bouge en NTH direct. J'ai pas très bien compris comment il a essayé de jouer l'allemand cette partie. Oui, parce qu'il joue à la fois contre l'anglais et contre toi en même temps. Et il va à Marseille la première année, c'est pas banal, mais Effectivement, il était rentré à Marseille. et donc sur le reste de la carte, il y a l'air d'avoir un conflit entre l'italien et l'autrichien, vu que la prise de Trieste, il me semble, n'est pas du tout prévue entre les deux. Et le Turc qui a décidé de bouger à Constantinople en automne. Donc ça ressemble un peu à une juggernaut qui se met en place. Un retardement à l'est, et Oui, puis l'Autriche et l'Italie qui se tapent dessus. L'Allemand qui tape un peu sur tout le monde. Peut-être une alliance entre le Russe et l'Allemand aussi à ce niveau-là. Le Russe qui va jouer au nord, l'Allemand qui insiste un peu contre le Français et l'Anglais en même temps. Donc effectivement, on va dire le Russe qui est allié avec l'Allemand et le Turc à ce niveau-là. Donc c'est plutôt agréable à jouer, je pense, pour la Russie. D'autant plus que l'Autriche et l'Italie se mettent un peu dessus. Le Russe qui se déploie au sud. Et puis en plus le Français et l'Anglais. Donc toi en l'occurrence, Christophe, vous n'aviez pas l'air de super bien vous entendre parce que tu le soutiens sur la Hollande, mais il n'y va pas. oui, il avait décidé d'aller en Hollande, mais je crois qu'il a changé ses plans au dernier moment à cause du Russe qui devenait fort au nord. Il a tenté le convoi en Norvège. Ce qui n'a pas vraiment réussi parce que du coup il perd la Norvège. Et il ne prend même Exact. pas la Hollande. Ben non, parce que là je devais reprendre la Bourgogne. Enfin, ça a été un coup compliqué pour moi. Là, j'ai préféré ne pas le soutenir en Hollande. Et donc là tu vas t'en sortir, repousse les deux armées en France, et Bourgogne qui va exploser même plutôt que de reculer en Picardie. Ça continue à être un peu le boxon entre l'Italie et l'Autriche,
ce qui profite apparemment à la Russie, qui est déjà pas mal, et la Turquie qui se développe. Effectivement, l'Italien et l'Autriche ce conflit interminable qui finit par faire perdre les deux. Voilà, c'est ça. Bah, c'est souvent le cas quand C'est l'Autriche et souvent le l'Italie se cas, mettent ouais. dessus et que la Russie et la Turquie jouent ensemble en même temps. Et là, il y a quelque chose qui a changé quand même. J'ai commencé à jouer avec l'allemand. Et puis en plus, l'Italien vient t'emmerder sur Mao. Ah, il a tenté, mais j'ai vu venir. Il part sur l'Italie aussi avec l'Allemand, du coup. Là, le petit changement, c'est que le Russe fait un gros mouvement anti-turc, et donc un instinct russe sur son allié turc. Donc, bon, t'as joué de manière très temporaire avec l'Allemand, parce qu'il te reprend la Belgique quand même au coup d'après. Exact. Ça, c'est un bon allié de circonstance qui n'a pas duré longtemps. Et donc voilà, on a toujours ce conflit entre l'Italie et l'Autriche. L'Allemand qui prend Rome au passage, on sait pas trop pourquoi. L'Italien Parce que explose. l'Italien pouvait pas le défendre, en fait. Donc il y a un plus deux Allemands quand même, ouais. Mais bon, je disais ça dans le sens où, en général, un Allemand qui vient avec une seule unité à Rome, il va pas y rester très très longtemps, quoi. C'est vrai. L'Italien qui perd Rome et Naples. Et qui tient Trieste par contre. Donc ouais, l'Italien et l'Autrichien qui se sont vraiment flingués. Comme quoi, Nicolas et Cyril sur la même partie en voisin, ça fait pas toujours bon ménage. On y reviendra parce qu'il y a une autre partie où ils sont à côté et ils vont se mettre sur la gueule toute la partie pour finir tous les deux en mauvaise posture. Et donc là, on a vraiment le turc, le conflit russo-turc qui est plutôt à l'avantage du russe, mais le turc a quand même des bonnes options à ce niveau-là. Parce qu'il a Naples, il va avoir la Grèce. Et puis l'allemand qui est quand même assez fort, ouais. Donc voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à jouer, c'est surtout de la tactique. Il y a l'anglais qui repart à fond contre l'allemand. Exact. Et avec moi, d'ailleurs, vu que l'Allemand m'avait pris la Belgique, j'étais pas très content. Et il y a un convoi de Rome à Tunis aussi qui est rigolo. Oui, c'est un joli coup. Sur l'automne, là, il y a le russe qui prend vraiment l'ascendant sur le turc, qui va lui prendre deux centres, sachant qu'en parallèle, le turc perd Naples, le turc perd vraiment beaucoup de centres. L'allemand arrive à prendre Venise en plus de Rome, donc l'allemand fait quand même le coup fort d'arriver à prendre deux centres italiens avec une seule armée, Avec une seule armée, et effectivement. sans que personne ne l'ait jamais soutenu. Et ça, c'est quand même la classe. Par contre, au nord, il va perdre la Belgique et la Hollande. Et le Danemark, il perd tout au nord d'un Ah ouais, coup. et le Danemark. Ah ouais. Donc moins 2 pour l'Allemand qui était remonté du coup à 7 centres, il retombe à 5 tout de suite. Et donc il est 5 dont 2 centres isolés avec une seule armée au sud, donc ça semble assez mauvais pour lui. Et donc Voilà. là on a une situation, juste pour résumer un petit peu, il y a un russe qui est très fort, qui est en train d'écraser le turc. Et en parallèle, c'est la France du coup qui remonte, donc toi Christophe qui remonte aussi. C'est souvent un mouvement de balancier quand le russe est fort d'un côté de la carte, ça a Oui, tendance à aider le français. aider le français, ouais. À ce moment-là, j'ai quand même essayé de rameuter tout le monde contre le russe parce que vu que c'était Steve et qu'il avait déjà sa première partie gagnée, on voulait pas vraiment le laisser avec deux victoires aussi facilement. Et finalement, bah, l'histoire nous apprendra que vous l'avez laissé facilement gagner. Facilement, non. On a quand même lutté avec l'Allemand là qui joue avec l'Anglais sur le Danemark. Tu profites du fait qu'il attaque le Danemark pour lui manger ses centres derrière, c'est joli. Ouais. Et du coup, l'Allemand qui va complètement exploser sur ce coup-là. Oui, il va perdre Rome, Venise. Il va te reprendre Munich quand même, il va perdre Kiel, Rome et Venise dans le coup. Et là, j'ai pris une décision d'aller à Naples plutôt qu'à Tunis et je pense que c'était pas la meilleure décision de la partie, mais bon. Oui, ce que t'empêche en plus l'Italien de remobiliser. Bah, c'était le but, mais Oui, pour conserver la Tunisie facilement, mais du coup, ouais. j'aurais peut-être pas dû. L'Italien qui était Cyril a pas trop apprécié. Tu m'étonnes. Et du coup, il y a le petit loupé turc aussi là qui va faire beaucoup sur la partie, c'est que il y a une erreur d'ordre turc qui vise la mauvaise côte de Bulgarie, qui fait que Constantinople rentre en Bulgarie. Et donc, il prend Bulgarie et Smyrne le même tour, là. Ouais. Et donc il va pouvoir remobiliser une armée qui a été détruite au Danemark. Et là, du coup, on est à la fin de la 5e année. Bon, derrière, ça va continuer à peu près comme ça. Le Turc va juste se blinder ses positions et du coup, tu vas essayer de revenir en traversant l'Allemand pour essayer de venir chasser à Varsovie. C'est ça l'idée à peu près. Oui, Là, c'est le avec l'aide plan. de l'Autriche. C'est vrai que le euh, coup de la Bulgarie avec la mauvaise côte, il a fait mal à ce hmm. moment-là de la partie. Ouais, c'est lui à frein centre alors que la Bulgarie, sinon, on ne l'aurait sûrement jamais revu. Parce qu'il y avait beaucoup d'unités autour. Du coup, tu as quand même assuré de tuer l'Allemand à ce niveau-là. Donc là, tu achèves l'allemand pour prendre Berlin et Munich à la fin de la 6e année. Et derrière, ça va être, tu vas tenter Varsovie et puis l'anglais va te le mettre à l'envers aussi, il va te reprendre un centre. Il va me reprendre la Belgique, ce qui va permettre à Steve de gagner cette partie. Ouais, mais il te reprend Berlin, même la Belgique, tu la récupères. Mais J'ai préféré soutenir l'Autrichien sur Varsovie pour faire
perdre un centre aux Russes en espérant que l'Anglais me laisse Berlin. Et t'as pas réussi à négocier avec l'Autrichien qui te laisse prendre toi Varsovie? Non, effectivement, non, c'était sa condition. Il était d'accord qu'on attaque Varsovie s'il le prenait lui, parce qu'il avait eu, bon, il avait eu une partie difficile, Nicolas, là, en Autriche. Ouais, c'était pas vraiment dans son intérêt de m'aider à prendre un centre, mais par contre, il était d'accord de faire perdre De un le centre aux prendre. Russes. Mais voilà, ça m'a fait prendre un risque sur Berlin, et du coup, l'Anglais a pas résisté. Mais bon, sachant qu'il aurait pas pris Varsovie et t'aurais gardé Berlin, t'aurais quand même eu un centre de retard. Oui. Donc score final, donc tu finis deuxième derrière Steve avec 9 centres et Sacha en anglais finit à 7 centres, troisième. Du coup la partie, si on résume en deux mots, c'est vraiment le conflit, je trouve, entre l'Autriche et l'Italie qui a vraiment fait la partie où ça a permis aux Russes et aux Turcs de bien dominer, et puis après un stab russe contre le Turc. Et Et le la petite deuxième, erreur d'ordre sur et la petite erreur d'ordre à la fin. Et le deuxième truc, moi, que je retiendrai, c'est que l'Allemand, en se baladant en Italie, il s'est pas Oui. forcément aidé. Il t'a offert des possibilités en Italie de prendre des centres que t'aurais pas forcément pu prendre sinon. Et à l'inverse, lui, au final, il s'est isolé avec une troupe toute seule, donc elle finit par être détruite. Et il Donc, a un peu joué contre tout le monde, avec de temps en temps le russe comme allié, de temps en temps moi, de temps en temps l'anglais. C'était un peu une partie étrange de l'allemand. un peu chaotique. Donc si on regarde maintenant là, donc en parallèle, donc toujours le samedi en début d'après-midi, une partie qui a duré assez peu longtemps, parce que c'est une partie qui s'est finie après 4 ans. Donc moi je jouais anglais sur cette partie. Donc une ouverture en hérisson un peu de l'autrichien, donc il y a pas vraiment d'entente entre l'italien et l'autrichien au départ. Donc ça bounce en Trieste. Mais pas de Bundesliga ici. Ok, intéressant. Et voilà, donc ça joue plutôt entre l'Autriche et le russe qui agresse l'allemand d'entrée. Et en fait, c'est ça, c'était une entente au départ entre moi l'anglais et le russe d'un côté, et moi et le français pour aller à fond sur l'Allemagne dès le début. Donc on a Ok. vraiment été très agressif sur l'Allemagne d'entrée, notamment avec la Silésie qui va rentrer à Munich tout de suite, la Bosnie qui va en Baltique, et du coup je convois au Danemark d'entrée, et le français qui prend un peu son temps pour aller en Belgique au début, qui nous attend. Et l'italien et l'autrichien qui s'entendent pas trop bien non plus au départ. Et donc voilà, donc une position à la fin de la première année qui est quand même un peu catastrophe pour l'allemand. Donc du coup, on va continuer à jouer contre l'allemand au nord, qui va pas faire très long feu. Et même Euh, l'Autrichien qui vient se joindre à la fête en Bohème. Il y a la Bohème, il y a un Italien Tyrol. La situation est assez drôle parce que Munich est vraiment entouré d'armées de toutes les couleurs. On a de l'autrichien, on a du russe, de l'italien, du français, un anglais pas très loin. Donc, ouais, J'ai pas tout compris les mouvements autrichiens là sur la deuxième année. ouais, et l'Autrichien, il se fait complètement endormir. Il se fait promettre un soutien sur Munich, il me semble, de la part de l'Italien, qui va lui prendre Vienne à la place. C'est sa grosse boulette, on va dire, qui va lui coûter un peu très cher par la suite. Par contre, il prend la Bulgarie, mais effectivement la Vienne. Et là, la couverture de Vienne qui est loupée, ça change vraiment tout. Ouais, et donc là, on a Voilà. Munich qui va rester vide, mais qui va rester russe, du coup, parce que forcément, Munich était russe dès la première année. Et du coup, là, l'Italien, il va remobiliser, et du coup, là, c'est un peu la fin de l'Autrichien en parallèle, parce que il est vraiment pas placé pour se défendre contre le Turc et contre l'Italien. Et du coup, jusque-là, il y avait une alliance un peu cachée entre le français et l'anglais qui bounçait en manche tout le temps. Et donc c'est là où, en tant qu'anglais, je vais faire le choix moi, de partir contre le russe et de rester copain avec le français. Il y a ce petit Ok. stab sur Nicolas à ce niveau-là. Ok, le convoi en Livonie grâce à l'allemand, c'est ça? Ouais, donc jouer un peu avec l'allemand, donc Laurent en allemand qu'on oblige un peu à jouer contre le russe pour s'il veut survivre. Et donc qui vient jouer avec nous contre le russe, donc un beau Ouais. mouvement anti-russe. Joli coup, ouais. Et au sud, du coup, ben, il y a l'italien et l'autrichien qui se battent toujours. Et joli coup d'ailleurs de l'autrichien sur la Grèce, parce qu'il se fait attaquer 2 fois la Bulgarie et 2 fois la Grèce, et il arrive à tout défendre avec des unités. Et donc voilà, donc l'allemand qui va refaire plus un maintenant en récupérant la Berlin aux Russes. Ça explose un peu de partout côté russe à ce coup-là. Mais il prend Budapest sur un grab aussi en parallèle. Il jouait avec l'autrichien pour lui sauver la Bulgarie, puis en même temps il prend Budapest. Il va plus se passer grand-chose sur la dernière année, il me semble. Le russe qui attaque, qui joue un peu au sud contre l'autrichien. L'Autriche qui explose complètement sur la dernière année d'ailleurs. Et Trop du coup, d'ennemis partout. C'est dommage, il avait bien résisté en 1903, là. et puis l'Allemand qui récupère un quatrième centre. Ça c'est le petit point assez original parce que du coup l'Allemand qui a jamais dépassé les 4 centres de la partie, qui était retombé à 2 centres, va remonter jusqu'à 4 centres. Qui a quand même. Ah ouais, la Hollande est défendue par le Ouais. français et l'anglais. C'est Intéressant. ça. Et donc là, malgré le départ français contre la Tunisie qu'elle est tombée, il y a une draw qui est votée à ce moment-là. Donc assez tôt dans la partie. Ah, 7-7-7, c'est ça. Et donc une égalité à 3, donc entre l'italien, l'anglais et le français. Ouais, étonnant du français quand même, qui a pas voulu aller un peu plus loin. Je Tout pense est qu'il peut noté. prendre peut-être la Hollande, peut-être la Tunisie.
Il a peut-être eu Euh, peur après que tout le monde se ligue contre lui. C'était Ley qui était en France et Ruben qui était en Italie. Ruben a manifestement il est dans la pire position parce qu'il va perdre la Tunisie, du coup il a beaucoup de chances de faire au moins -1 l'année suivante. Et sachant qu'au nord c'était convenu en fait avec l'allemand que moi et le français lui prenions un centre pour finir tous les deux à 8 égalité. C'était convenu en fait qu'on aidait l'allemand à aller à Varsovie puis à Moscou et qu'en contrepartie on lui reprenne Kiel et Berlin. Sauf que là, Ley veut voter la draw. Et donc, du Ok. coup, je cède à la pression de Ley pour voter la draw. Je pense qu'on aurait pu avoir au moins une draw à 2 et non pas à 3, mais bon. Oui, je pense même que si le français joue bien les 3 dernières années, il peut probablement gagner. C'est pas dit au nord, c'est pas dit qui prend le plus de centres parce que il y a Hollande qui est français, Berlin qui est anglais, et puis derrière, Kiel, de quel côté ça tombe, c'est pas évident. Donc voilà, donc une partie assez rapide de ce côté-là, donc qui se finit du coup dès le début de la 5e année. En tout cas, c'était pour les parties du coup du samedi après-midi. Donc après, il y a eu 2 rounds le samedi soir. Une première round qu'on va passer assez vite parce qu'en fait, ça a été un sacré massacre. Un jeu de massacre de la part de Ruben qui était anglais. Un jeu de massacre surtout sur l'allemand qui va faire pas mal Ouais. d'erreurs d'ordre, en tout cas beaucoup d'unités qui tiennent sur les premiers coups. Alors, sur le premier coup, il nous a expliqué que c'était pas une erreur d'ordre là, c'est juste que ça faisait très longtemps qu'il avait plus joué et il se rappelait plus exactement qu'est-ce qu'il devait faire avec l'allemand, si on veut. Et il a préféré tenir à Berlin et à Munich, mais bon, on sait que c'est jamais vraiment une bonne idée avec l'allemand de laisser la Hollande libre comme ça. Voilà, donc sinon sur le reste de la carte, il y a une lépande qui se met en place au sud, le turc et le russe qui se battent un petit peu. Et donc effectivement, dès la première année, convoi en Hollande de la part de l'anglais, vu que Hollande n'était pas possible pour l'allemand. Et l'allemand va même aller jouer au sud à ce moment-là. Oui, il C'est assez vient, il étonnant. rentre au Tyrol, étonnamment. Peut-être qu'il avait une entière confiance aux Français et à l'anglais, je sais pas. Voilà, donc Avec la conclusion de France. l'histoire, ne pas avoir de grande confiance dans ses alliés en début de partie, parce qu'on sait jamais si c'est vraiment nos alliés. Et, Et on remarque déjà que au nord, avec les constructions, on va le voir, que là, il y a une très bonne entente entre l'Angleterre ouais, pardon. et la Russie. Oui, effectivement, il n'y a pas de construction STP, et puis même entre le français et l'anglais, il n'y a pas de flotte à Brest côté français, alors qu'il a +3. Donc il aurait pu mettre une flotte à Brest et une armée à Marseille, voire 2 flottes même. Exact. Et donc là, c'est tous sur l'allemand, à partir de là. Donc l'allemand qui essaye de se défendre, mais qui va prendre, qui a un peu trop d'unités sur le dos, et le français qui va jouer en plus au sud avec ses flottes. Sur ce coup-là, l'Allemand se défend quand même bien en bloquant Heligoland et Mm. Ruhr, Oui, mais bon, il a quand même une, mais deux, c'est trois, trop tard, quoi. 4, 5, 6. Il a quand même 6 unités sur ses centres, Exact. alors que lui, il en a que 4 pour se défendre. Donc s'il trouve pas d'alliés, c'est un peu mort pour lui. Il a le Euh, Turc au sud complètement neutralisé dans ses mouvements. Voilà, et donc une lépande qui est opposée à un Juggernaut au sud, donc une situation qui va être assez bloquée a priori. Et du coup, voilà, bon, l'allemand qui commence à exploser. C'est étonnant que le russe joue quand même avec l'anglais dans cette position-là, parce que l'allemand est pas très fort. Et du coup, a priori, aider l'anglais à manger l'allemand, ça va faire juste un anglais très fort qui va lui rouler dessus après. Mais bon. Je lui avais dit d'ailleurs. Il avait peur que s'il aidait l'allemand, l'anglais allait jouer contre lui à fond et laisser plutôt le français aller en Allemagne. Ah, des fois, il faut savoir prendre des risques pour équilibrer la partie, parce que là, on va le voir. Effectivement. Et d'ailleurs, là, l'allemand ne joue même pas d'ordre à ce coup-là. C'était un bug a priori. Bah, en fait, il s'est retrouvé en période de grâce et je sais pas ce qui s'est passé, mais il a validé sans ordre ou je sais pas comment il a fait. Dans tous les cas, il perd le Danemark. La Rhénanie, il y a peu de chances qu'il la défende, mais il peut. Mais bon, c'est sûr que ça ne l'aide pas de ne pas avoir mis d'ordre. Donc derrière, l'Italien qui a un peu abandonné l'Autrichien sur ce coup-là. Il perd de la Serbie, il laisse le Turc se redéployer. Mais bon, il y a l'anglais va dérouler là sur l'allemand. Il y a des centres à prendre. Alors, ce qui s'est passé là au sud, je crois que l'Italien a demandé à l'Autrichien de venir en Ionienne pour l'aider. Je sais pas exactement pourquoi, vu qu'il y avait que 2 flottes françaises, mais ça a été un souhait de l'Italien à ce moment-là. Ça m'a permis d'avancer en Serbie. Oui, en Serbie et enneigé, alors il bloquait quand même plus ou moins depuis le début. Ce coup-là va débloquer la situation au sud. Bah oui, bah il te laisse la Serbie, il te laisse enneigé, donc là tu vas pouvoir petit à petit Le faire sauter verrou. complètement l'Autriche. L'anglais qui se retourne déjà contre le russe, alors je sais pas si c'est vraiment instable ou pas, parce qu'il soutient sur Berlin en même temps, et donc ce qui illumine définitivement l'allemand, donc dès la 3e année. Et le français qui avance en Bohème. Et le français qui avance sur les centres autrichiens, mais qui recule en Espagne en parallèle. Oui. Et donc là, on a donc 8 centres pour l'Angleterre, 7 pour la France, 6 pour la Russie en tête. Et donc là, derrière, j'ai l'impression que l'anglais va faire un peu de tout bois contre tous ses voisins. Il va récupérer Berlin, et puis elle a l'air de partir en manche contre le français.
Oui, et c'est pas faute d'avoir averti le français. Ouais, le français qui lui offre Berlin en plus en parallèle. Et Bohème qui ne fait rien, c'est un peu étonnant, mais pourquoi pas. Ah ouais, et même là, le français ne se défend pas du tout. Et il va laisser l'anglais coulisser et occuper toutes les mers. Étonnant, ouais. Exact. Ouais, là, c'est une grosse prise de risque. Tous ses centres sont exposés contre le français. Contre l'anglais, ouais, pardon. Et là, du coup, j'imagine qu'à ce niveau-là, l'anglais remet une flotte et j'imagine que ça va se taper sur Brest ou un peu Il partout d'ailleurs. construit une armée, l'anglais à ce moment-là. Ouais, pardon. Il y a une armée anglaise à Londres et j'imagine que ça va convoyer en France et que ça va dérouler contre la France. Exact. Et pourtant, j'ai averti le français à ce moment-là. J'étais là. Mais regarde, regarde, il va t'attaquer. Bah là, c'est vrai que quand on voit la carte, ça paraît assez évident et l'anglais, il a un peu parti gagné. Même Mais si le russe remonte. Là, une flotte russe au nord, ça aurait pas été trop sûrement pour essayer de au moins contenir un peu contrebalancer un l'anglais. peu. Ouais. Parce que là, il a aucune pression. Ou qu'au sud d'ailleurs, hein, sur la Suède. Effectivement, là, l'anglais a pas eu beaucoup de complications dans cette partie. Ouais, et donc là, il se table le français qui apparemment ne s'y attendait toujours pas. Qui bouge de Bourgogne, donc Paris est complètement découvert. Ouais, et le français qui va s'isoler à Vienne, mais qui va abandonner tous ses centres derrière à l'anglais. Donc ouais, bon là, c'est pas forcément le plus intéressant. L'anglais déroule complètement sur la France, même si la France se remet à défendre un petit peu, il n'y a plus grand-chose qui tient. En fait, à ce moment-là, j'ai pris tout le monde et j'ai dit, faut faire gaffe parce que l'anglais il pourrait faire un solo sur cette partie. Donc on a commencé à discuter tous ensemble. D'ailleurs, on va le voir, on va laisser l'Autrichien un peu tranquille malgré sa position centrale, qui est pas vraiment primordiale contre l'anglais à ce stade, mais on va éviter pour l'instant d'attaquer l'Autrichien. Et on va surtout soutenir l'italien pour que si le français tombe, pour qu'on puisse défendre Tunis, Venise, ces centres-là. Ouais, parce que là, l'idée, c'est vraiment de défendre la ligne de STP à Tunisie, et puis c'est ça, même à la limite perdre STP, mais de lui laisser que 17 centres maximum à l'anglais. Et donc Donc là, c'était assez intéressant ce moment-là parce que on s'est dit ouais on va avoir besoin de l'italien. Ah, et puis on finit quand même par attaquer l'Autrichien qui était quand même un peu au milieu et qui qui servait plus à plus grand-chose contre le très français. utile pour lutter contre l'anglais, mais voilà, on voit que on fait quand même des mouvements pour essayer de limiter et la diplomatie du russe là qui fonctionne au nord, en fait, l'anglais n'ira jamais chercher STP. Ouais, étonnamment. Mais du coup, le russe ne fait aucune contre-menace aussi contre l'anglais. Donc là, ça continue à dérouler en France pour l'anglais, qui passe en Espagne, du coup, qui prend la Belgique assez logiquement. C'est assez statique à partir de là. Et qui se Vous, positionne sur Munich. ouais, vous allez quand même prendre Venise derrière et vous allez quand même prendre l'Italie à revers. À partir du moment où on a vu que l'anglais prendrait jamais STP, parce que là le russe peut défendre assez facilement, hein, il faut qu'il arrive avec trois armées, trois unités on va dire pour prendre STP. On s'est dit bon bah on va quand même essayer de grappiller quelques centres sur l'italien. On va aller chasser la deuxième place. Exact. La France qui explose complètement, l'Italie qui perd pas mal de centres sur la dernière année. Et donc là, il y a 14 centres pour l'anglais, Pour l'anglais à ce moment-là, ouais. qui va prendre Munich, j'imagine Marseille et Tunisie la dernière année. Ouais, qui pourra jamais prendre STP, effectivement. Alors bon Munich, on a un peu abandonné bah, sur ce coup-là là au printemps. On aurait pu décider de rentrer au Tyrol pour défendre Munich. Je pense qu'on aurait réussi à défendre Munich. Après, une fois que l'Allemand fait pas de solo, entre 16 ou 17 centres, ça change plus grand-chose. Voilà, c'est un peu ce qu'on s'est dit. Autant prendre des centres, ce qu'on s'est dit avec le Russe. Oui, et du coup, vous allez même éliminer complètement l'Italien sur la dernière année. Tu vas avoir un magnifique soutien sur Yorkshire, Belgique, j'imagine. Non, c'est quoi toutes tes flèches de soutien là? On voit plus rien. Ouais, c'est soutien Yorkshire, je pense. Et du coup, sur cette partie, donc il n'y a plus que 3 survivants. Donc vous éliminez le Français, l'Italien et l'Autrichien en fait en fin de partie. Et donc Effectivement, c'était un peu un massacre. une belle partie de massacre. Bon, pas forcément la plus intéressante, mais un beau massacre. Et donc en parallèle de cette partie-là, donc toujours le samedi soir, on a une deuxième partie qui se déroule. Donc là, une partie un peu plus équilibrée quand même, parce qu'on voit le résultat final. Une partie qui elle aussi n'a duré que 4 ans. Oui, avec à noter une américaine et une anglaise qui ont joué cette partie. Alors l'anglaise avait prévu de jouer, elle parlait bien français. Et en fait, l'américaine, on s'est retrouvé à 13 et on l'a invité parce qu'on voulait faire deux tables plutôt qu'une seule ou que quelqu'un doive jouer sur deux tables. Donc c'était l'anglaise, c'est ça? Ouais, l'américaine qui Euh, joue en Angleterre? oui, Et donc qui Tabi. parlait français du coup ou pas du tout? Pas du tout.
Ouais, donc ça peut jouer aussi dans les négociations, forcément, la barrière de la langue. Effectivement, mais on s'était assuré que tout le monde puisse communiquer en anglais sur cette partie. Ok, donc ça ouvre avec un petit échange de centre au sud assez sympa entre le Haut et le Turc, qui est un échange Sébastopol-Constantinople pour faire passer la flotte russe au sud. C'est là où il va y avoir, du coup, t'as dit aussi une Western Triplice qui se met en place sur cette partie-là assez vite. Je pense que oui, ouais. Effectivement, avec l'allemand en Baltique et le français qui prend la Belgique, qui réarme deux flottes. Ouais, un joli geste du français qui ne met pas d'armée à Paris. Donc a priori, c'est vraiment un signe de grosse alliance avec l'Allemagne pour partir contre l'Italie. Ça part donc assez classique hein, comme fonctionnement. L'Allemand qui vient avec l'Anglais contre le Russe et le Français qui part contre l'Italien au sud. Et on voit que là, ça se défend tout de suite parce que l'Italien va jouer avec l'Autriche et la Russie pour bloquer la Triplice au nord. Et le Turc va Effectivement. participer aussi, a priori. Il y a l'air d'avoir une entente à 4, en tout cas à ce niveau-là, pour contrer la Triplice. Même si finalement l'Autrichien se retourne un petit peu et joue contre le Turc. Et le Turc qui détruit Égée. Je pense qu'il détruit sa flotte. Alors, je sais pas à quoi ça sert, parce qu'il perd 200, donc il pourrait la démobiliser dans tous les cas. C'est un peu étonnant ce coup-là. Oui, il commence à avoir des mésententes et on dirait que l'Autrichien était d'accord pour bloquer la Triplice, mais pas pour se faire au final manger par le Turc, donc réagit très très vite. Au Suite à nord, ça toute cette déroule. épée. Donc là, on a déjà, ouais, effectivement, l'Autrichien qui a 6 centres, et sinon la Triplice qui a 6 centres pour la France, 6 centres pour l'Allemagne et 5 pour l'Angleterre. Et que ça va très très vite. Ça attaque Silésie, donc c'est vraiment tout le monde sur la Russie. Même l'Autriche. Même l'Autrichien s'y met au final, donc c'est même plus une triplice, c'est une quadriplice contre le Russe et l'Italie. Et l'Italie d'ailleurs qui se plante un petit peu de sa défense, qui va défendre Ionienne et abonner la Tunisie à ce coup-là. C'est un peu bizarre comme un coup de Kevin là qui abandonne un peu toutes ses positions. Oui, je pense qu'il a eu peur de l'Autrichien qui avait joué le dernier coup un peu bizarrement, en laissant un peu champ libre à la Triplice, quoi. Et du coup, ouais, bah, la Triplice qui prend Moscou, Varsovie, Tunisie qui tombe dans le même temps, et l'Autriche qui va prendre Reni et perdre Bulgarie, donc ça change pas grand-chose. Perte de Trieste aussi, quand même. Ah oui, j'avais pas vu Qui effectivement. Il y a permet à Trieste qui l'Italien part. de construire, mais ça suffira pas. Enfin, de Ah, construire parce qu'il a une destruction. bah, de détruire Toscane pour reconstruire Venise au lieu de retraiter à Venise. C'est une retraite différée à ce niveau-là. Une triplice donc qui continue à progresser. Et la dernière année, du coup, ça va continuer en triplice. Ils vont même jusqu'à Galicie-Ukraine, le Piémont, Tyrol qui tombe. Là, c'est vraiment une triplice qui déroule et qui vont aller jusqu'à prendre donc la Roumanie et Venise. Et donc à ce niveau-là, il y a une draw qui est votée très rapidement aussi. Victoire française et allemande. Ok. Donc voilà, Allemand et France qui finissent à 8 devant et Anglais et Autriche à 6. Donc ça c'est vraiment très rapide comme partie, un vrai exemple de triplice qui déroule parce que l'Autrichien se retourne contre ses Effectivement, alliés naturels. ça a Et du pas coup, aidé que l'Autrichien commence à attaquer derrière et laisse complètement avancer l'Allemand hmm, à travers la Galicie et tout ça. c'est presque une quadriplice à ce niveau-là pour au final que Oui, l'Autrichien et l'Anglais finissent troisième. Donc c'est pas des, on peut pas dire que c'est une grande performance autrichienne ni anglaise parce que c'est quand même jamais qu'une troisième place. Après j'imagine que les deux joueuses qui étaient du coup plutôt habituées à la communauté anglo-saxonne n'ont pas forcément l'habitude des parties en 4 ans. effectivement, en 7 ans. Ouais, là qui en a duré que 4 du coup. Elle joue plutôt en illimité ou en 10 ans, ou 10 ou 12 ans dans Ouais. la communauté anglophone. Donc maintenant on va passer aux parties du dimanche. Donc là il y a eu deux tables aussi à ce niveau-là. Une première table du coup où il y a eu donc pour remettre un peu de contexte à ce niveau-là on a du coup Steve qui est en tête avec 2 victoires et suivi de Ruben qui a eu sa grande victoire à 1700 donc Steve fait une nouvelle victoire qui peut essayer d'aller doubler Steve et Leigh et Christophe du coup qui peuvent espérer vaguement passer devant si jamais ils font une très bonne performance ou un solo. Alors Donc, pour Lei, il avait pas besoin du solo, mais effectivement moi je devais faire un solo, donc ça commence à être compliqué. cette partie qui démarre avec du coup ce qu'on va voir la première année, c'est une triplice Italie, Allemagne, Angleterre contre la France, qui est pas banal. C'est un Gambit sur Munich. Oui, alors l'Allemand qui est d'accord de laisser Munich à l'Italien en automne, ce qui a complètement surpris la France d'ailleurs. Ah, c'est ça. C'est d'ailleurs une ouverture dont on a fait une petite vidéo il y a quelques mois, donc sur le Gambit de Exact. Munich. Depuis cette vidéo, j'ai toujours rêvé de le réaliser. Donc d'où l'importance d'avoir des vidéos sur les ouvertures, ça donne des idées à certains. Et donc ce Gambit, donc l'idée c'est que l'Italien prenne Munich pour après aller jouer sur la Bourgogne et donc de générer un surnombre sur la Bourgogne et de surprendre aussi le Français qui s'y attend pas forcément. Au sud, bon, il y a le Turc et le Russe ont pas l'air de s'entendre particulièrement bien. Et effectivement, là où on voit que là, à ce moment-là, la française, c'est Candice, elle construit deux flottes. Je pense que c'est
une erreur à ce niveau-là. Il faut aller au moins faire une armée. Quand elle Ouais. voit qu'il y a Munich et Piémont. Mais je pense qu'elle s'est, en fait, elle a soutenu l'italien sur Munich au coup d'avant. Elle a Et- soutenu Rhénanie-Belgique, mais elle soutient Rhénanie-Belgique Ah, à pardon, Ostende. oui, c'est juste, oui, oui, pardon, je me suis trompé. Elle voyait pas l'italien venir sur elle, en fait, à ce Mm. moment-là. Malgré le Piémont, qui est quand même un signe. Ouais, c'est un gros signe, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant, elle s'y attendait pas. Surprise, et puis elle met deux flottes alors qu'a priori, toi donc t'es anglais. Oui, Donc je suis parti totalement au nord à cause de l'ouverture russe. voilà, donc t'es a priori pas trop dans la bataille sur la France pour l'instant. Bah, le but au début, c'était vraiment d'y aller à 3. D'ailleurs, on voit là que je tourne déjà, vu Mm. que le Russe avait décidé il m'avait dit que diplomatiquement qu'il allait battre en retraite. Et donc là, le Gambie qui se met en place, donc la prise de la Bourgogne, toutes les flottes italiennes qui convergent sur la France, les flottes anglaises au nord et les armées allemandes au centre. Donc là, c'est vraiment la A3 sur la France très vite d'entrée, et donc la France qui va vite exploser a priori. Ce que j'ai quand même remarqué dans cette ouverture contre la France, il faut aller très vite parce que sinon l'Est peut aller beaucoup plus vite, surtout si l'Autrichien s'entend avec par exemple le Turc et le Russe et puis il commence à venir en Italie assez rapidement. Donc l'important c'est vraiment de mettre la France en difficulté très très rapidement. Oui, là d'ailleurs, c'est peut-être une erreur de l'Autriche de pas jouer la balance tout de suite et d'attaquer Ah, moi tout je de pense suite qu'il aurait dû bouger déjà l'Autrichien là, un peu de sur prendre l'Italien. Venise ou de passer en Adriatique-Tyrol pour envoyer une armée en appui après. Effectivement, je pense qu'il aurait dû faire ça. Mais son entente avec le Turc avait l'air plutôt compromise, donc Voilà. probablement pour ça qu'il n'y va pas direct. Mais voilà, donc le Turc et le Russe finissent par jouer ensemble et vont attaquer l'Autrichien, ce qui arrange pas mal le jeu de l'Italien et de la triplice, on va dire, de l'Ouest, parce que du coup, il n'y a pas la pression sur l'Italie, pas de pression sur l'Allemagne. Au nord, ça déroule contre le Russe. Et du coup, la France qui va exploser très rapidement, donc on le voit, toutes les flottes qui avancent en Méditerranée. Alors l'Autrichien va à Ionienne à ce coup-là quand même, mais il va détruire la flotte juste après, parce qu'il doit démobiliser. Que dire de plus que c'est vraiment une ouverture, une alliance qui peut faire très très mal à la France. Qui se défend bien là sur ce coup-là sur Brest. Ouais, elle va défendre Brest à ce coup-là, mais de fait, ça va craquer. Et même si elle gagne ses guesses, ça finira par craquer. Il y a Marseille Exact. qui explose, il y a l'Espagne qui va exploser après. Et on le voit pas là, mais mon mouvement Baran Norvège, je prépare déjà quelque chose parce que je me dis bon, je vais plus pouvoir avancer nulle part, enfin à part Brest, il devrait me revenir. En fait, après, j'ai plus d'espoir de prendre tellement d'autres centres. Si on considère que Varsovie, ce sera allemand, peut-être Moscou, mais bon. Donc en fait, je convainc l'allemand d'aller en Botnie pour du support dans cette région, et puis je rentre en Norvège et il a pas remarqué. Moi, j'aurais tilté à sa place, mais le mouvement part en Norvège, en fait, il est déjà louche. J'avais déjà des idées là sur cette Oui. saison-là. Et puis même Suède, Botnie, il s'impose pas, parce que Livonie a pas besoin forcément d'être soutenu trois fois. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à cette deuxième flotte en Baltique, quoi. Effectivement, bon ça c'est lui qui décide de le bouger, mais Voilà, et donc à l'automne, tu fais un petit stab A+3 bien sale, on va pouvoir dire ça. Que tu prends Belgique, Hollande et Suède dans le même coup. Et c'est vrai que là c'est étonnant que Steve, du coup, qui est allemand, se rende compte de rien. Parce que t'as pas j'étais beaucoup de... censé le soutenir sur Brest en plus, et il devait effectivement soutenir l'Italien qui prenait Paris. Donc je me suis dit, et en même temps il récupérait Munich sur ce coup-là. Donc je me suis dit si je stab pas maintenant, que je lui offre Brest encore et qu'il fait un +2, plus tard ce sera compliqué en fait. Hmm. S'il reconstruit deux armées, ouais, je pense que j'imagine que ça aurait été deux armées. Donc c'est ce qui a motivé ma décision à ce moment-là. Je me dis, à mon avis, c'est maintenant ou jamais. Après, là, c'est typiquement une alliance où, du coup, toi, t'as plus aucune perspective en dehors du stab, parce que l'Italien avec vous, Oui, la France est morte, et avec une armée, même avec deux armées en Russie, tu vas pas aller très loin, tu vas prendre à Moscou, au mieux, ouais. et du coup, ça te fait, t'as potentiellement 6 centres, alors qu'ils en ont 8 ou 9 pour les deux autres. Donc c'est le problème de ce genre d'alliance, c'est qu'il faut s'attendre à un stab assez vite de celui qui va être en mauvaise position. D'où l'intérêt d'équilibrer les alliances quand on les joue, pour que tout le monde ait son compte à gagner. Donc là, tu fais +3, l'Italien fait +2 en même temps. En plus, c'est Exact. une alliance père-fils, quoi, donc c'est vraiment de l'affiliation à tous les niveaux. Oui, bon, c'était une alliance de circonstances parce que si je voulais vraiment tester ce Gambit de Munich depuis longtemps. Et si l'anglais il collabore pas, c'est très compliqué pour Oui, l'italien et l'allemand de s'en sortir. On va voir que là, là, tu reprends le Danemark, donc t'assures un peu ta bonne position, tu montes à 9 ou 10, 9 centres du coup. Et puis au sud, ça continue à être un peu la guerre entre tout le monde, donc le Russe perd la Serbie, mais reprend la Roumanie. Donc ouais, entre l'Autriche, la Russie et la Turquie, c'est assez équilibré. là, en fait, ils nous ont aussi bien aidés sur ces coups-là parce qu'ils ont pas arrêté de tourner en rond et de je te reprends un centre et tu me reprends un centre.
Ah, c'est ça. Du coup, quand il y a une alliance forte d'un côté de la carte et qu'en face, c'est un peu chaotique et que tout le monde se tape dessus, ben, y a pas grand-chose qui avance. Je sais pas s'il y a grand-chose à dire. Là, tu joues assez défensif, assez statique. Tu progresses pas vraiment. Je me place gentiment pour Brest. Mais effectivement, là, après ça, je demande à l'Allemand de détruire sa flotte pour qu'on puisse essayer d'avancer sur le Russe, en fait. Pas que j'ai eu besoin de forcément Ouais, prendre l'Allemagne. Enfin, c'est des discussions diplomatiques. ouais. Voilà, après, t'as 9 centres. Il y a l'Italien à 7 qui est la seule menace, entre guillemets, pour la victoire. Parce que sinon, le troisième, c'est le Turc à 5. Donc, t'as quand même 4 centres d'avance sur la Turquie. Et du coup, il y a que ton allié italien qui peut te gêner pour la victoire à ce niveau-là. Donc, encore un coup, il se passe pas forcément grand-chose de ton côté. Au sud, bon, là, le Turc se place, mais son blocus en place. Le C'est assez statique Russe. comme fin de partie. Oui, le Russe qui défend ses positions et qui essaie de reconstruire. Ah bah non, il est déjà à 4 en fait. Ouais, il défend juste ses Ouais. positions. Donc ça bloque, voilà, ça se bloque au sud. L'Italien t'offre Brest quand même à ce moment-là. Tu te mets en position peut-être de prendre Moscou, Varsovie à la fin. Je sais même pas si tu vas y arriver. Ouais, ok, donc tu soutiens l'Allemand contre le Russe pour te replacer. Il commence à y avoir des mouvements italiens qui remontent et, vu que le français a été détruit et j'essaye un peu d'avancer sur l'italien mais en fait on va voir que je vais pas vraiment réussir à prendre de centre. Bah t'as pas vraiment de perspective parce qu'il faut beaucoup de flottes. Il va passer beaucoup de flottes au sud pour aller gêner l'Espagne. Il t'en faut au moins 3. C'est Et ça, t'as il a quand même Tunisie qui... Tunisie qui revient et j'ai pas d'armée qui peuvent vraiment agir sur Paris. Bah d'ailleurs en voilà, j'essaye de descendre en Bourgogne mais ça passe pas. Et donc, tu vas prendre Varsovie à ce coup-là, mais c'est un peu la seule Oui, avancée que tu puisses avoir. Et derrière, donc la dernière année, tu repères Varsovie, du coup tu l'as pris un coup. Tu t'avances en Bourgogne cette fois, mais a priori c'est trop tard pour faire quoi que ce soit en France. Donc tu perds Varsovie et j'imagine qu'ils vont tenir Varsovie jusqu'à la fin. alors on aurait pu le reprendre mais en faisant Prusse-Varsovie soutenu par Livonie mais Oui, alors sachant que là, techniquement, le Russe défend assez mal parce qu'il peut faire Moscou-Livonie et Varsovie-Moscou soutenu par l'Ukraine qui défend tout. oui, Si c'est que l'Autrichien va en Prusse, mais bon, c'est un petit coup tactique effectivement. sans conséquence à ce niveau-là, mais du coup ça finit. Bah, comme en fait les 2 dernières années, vous aurez pu voter la draw, ça n'a pas changé grand-chose. C'est à 10 centres, l'Italien à 8, et du coup le Turc est troisième à 6 centres. Donc c'est Lei. Et donc ce résultat qui fait a priori gagner Steve, parce qu'il est... En tout cas, Lei n'a pas gagné, tu n'as pas fait de solo, Luke n'a pas fait de solo non plus. Mais il reste Mais Ruben sur l'autre partie qui, s'il gagne seul, passe en tête du tournoi. voilà, donc on va regarder la dernière partie, donc qui avait lieu en parallèle de la précédente. Donc cette dernière partie, on a Ruben en France, parce qu'on en parlait, donc qui a plutôt un pays assez fort, donc avec des potentiels de victoire forcément qui peut faire peur. Moi-même, je suis en Allemagne à ce moment-là de la partie. Et on retrouve, on en parlait tout à l'heure, Nicolas Seguin en Russie et Cyril en Turquie. Je le mentionne parce que ça va être un fait assez marquant de la partie. Sans spoiler, ils ont passé leur temps à se taper dessus toute la partie, ce qui a pas mal arrangé les choses à l'ouest. Donc au début de la partie, du coup, donc un Turc et un Russe qui se battent au sud. Ok, tout de suite, le Turc qui agresse le Russe en se faisant soutenir par l'Autrichien. C'est violent directement. Mais bon, c'est un peu une position un peu nulle d'être en Roumanie, c'est en Bulgarie. Oui, Et l'Italien qui veut partir en lépente avec l'Autrichien, mais l'Autrichien veut pas, donc il reste un peu statique, il fait pas grand-chose à ce niveau-là. À noter aussi le soutien allemand sur Picardie-Belgique. une bonne entrée en matière pour Ruben qui, je le rappelle, doit gagner cette partie pour gagner le tournoi. Voilà. Il doit gagner tout seul, hein. Ouais, c'est important à mentionner. Et du coup, ça va jouer aussi beaucoup dans l'appréciation des autres joueurs, notamment moi, parce que j'ai commencé à jouer avec Ruben sur le premier printemps, mais c'est vrai que j'avais aucune envie de jouer avec lui, parce que je savais qu'il laisserait pas ses alliés gagner, entre guillemets. Parce que son Oui. seul objectif, c'était de gagner, ce qui est assez logique, hein. Mais du coup, il avait a priori beaucoup de chances de stab assez facilement. Et l'Anglais qui rentre en manche. Moi, j'ai une négociation assez féroce avec l'anglais pour essayer de le faire partir avec moi contre le français. Et finalement, il refuse, il rentre même en Skagerrak, Skagerrak en et en Skagerrak. English Channel et en manche. Et en manche, donc il se positionne bien. Ah ouais, on voit la position turque, effectivement, d'aller en Roumanie, c'est pas forcément l'idéal. Ouais. Il perd la Bulgarie derrière, il va reperdre la Roumanie a priori. Donc là, il s'est bien exposé le Turc sur ce coup-là. À l'automne 02, c'est le tournant à l'ouest en tout cas. Il y a une tentative de stab à 2 balles de ma part qui est assez foireuse. Parce qu'à ce moment-là, je voulais jouer avec l'anglais contre le français. Et donc on avait Oui, négocié que je le soutenais en Belgique et qu'il me soutenait sur la Suède, sauf qu'il m'a abandonné la Suède. Il a soutenu il a le, soutenu le le russe en russe au Suède. lieu d'aller en Norvège. Et du coup, on passe complètement au travers de mon coup. Je me retrouve en Euh, Bourgogne alors que je voulais bouncer la Bourgogne. avec une armée
armée en Roure, une armée En route. française en Roure. Ouais. Donc ça, c'est un coup complètement foiré de ma part. Et notamment, j'étais allé au Tyrol pour aider un peu l'Italien contre l'Autrichien qui me faisait peur. Donc j'ai une unité qui est même pas mobilisée mon front. Oui. Donc là, c'est un stab complètement foiré de ma part, donc à ne pas reproduire. Et au sud, du coup, l'Autrichien va rester alterner à jouer entre le Turc et le Russe pour aider un coup l'un, un coup l'autre. Et il joue ça assez bien parce qu'au final, il monte à 6 centres assez rapidement. Donc là, le Français va enlever une flotte et du coup, bon bah, en Allemagne, je vais me faire défoncer la gueule, sans plus de commentaires que ça. À noter que le Russe joue avec l'Anglais et le Français contre moi à ce moment-là. Ah, tu lui as attaqué la Suède avant et l'Anglais lui a défendu la Suède, donc c'est Ouais. presque compréhensible Et malgré. il m'en veut beaucoup. Et c'est ce qu'il va me répéter toute la partie, hein. C'est que je l'ai attaqué une fois, du coup, il veut Il m'en va, vouloir. il va plus t'aider. Ouais. Et donc en gros là, malgré un début chaotique entre l'Anglais et le Français, ils commencent à jouer ensemble. Voilà, ils commencent à jouer ensemble, donc ils vont reprendre la Hollande, le Danemark, et puis ils vont reprendre tous les centres allemands après assez tranquillement. Au sud, l'Autrichien, après avoir joué un coup avec le Turc, il va prendre la Roumanie aux Turcs. Ok. Et Et ils l'Autrichien va retraitent en Tunisie. ouais, ça c'est assez joli, il va jusqu'en Tunisie. Et là, il y a une petite entente, parce que bon, il y a forcément le français et l'anglais font assez peur, parce que Oui. une fois que l'allemand est hors jeu, ça risque de dérouler, surtout que le russe est complètement consommé au sud. Et donc du coup, il y a un peu une entente entre l'italien, l'autrichien et le turc pour aller envoyer des flottes contre le français. Et donc Tunisie est donnée aux Turcs, et l'autrichien va en ouest, c'est quand même assez joli, je trouve, comme coup. Sympa. Et là, il y a ce petit coup-là aussi gagnant de Nicolas qui va convoyer Ankara. Ah joli, ouais. Et là, bon, erreur tactique de Cyril qui voulait courir à Arménie pour pouvoir reconstruire en fait une flotte à Ankara, c'était ça son plan, qui prend la Tunisie. Mais du coup, il se fait convoyer à Ankara et donc ça lui fait complètement exploser sa position à terme. Avec une nouvelle armée à Sébastopol et là la Turquie est mal barrée. Ouais, donc là, on a une Turquie qui est vraiment mal barrée, une Italie qui est pas très forte, une Autriche plutôt bien en point. L'Autriche est Une- bien à ce stade, je pense. Oui. Ouais. La Russie paraît pas trop mal, si ce n'est qu'elle est assez faible au nord, mais elle est bien placée au sud. Bon, forcément, l'anglais et le français qui déroulent à ce moment-là. À ce stade, quand je regarde la partie, je me dis que l'Autrichien pourrait gagner. Quand je Ouais. regarde les positions. Je sais pas ce qui va se passer, mais. Un peu de suspense. C'est du coup le russe là se concentre à fond au sud Ouais, et, sur la Turquie, et du coup abandonne gentiment Saint-Pétersbourg à l'Allemagne. Très gentil de sa part. avec un C'est pas... convoi en Livonie, le fameux convoi en Livonie. Par contre, le français et l'anglais continuent à bien s'entendre sur ce coup-là. Ouais, ils vont continuer à jouer ensemble encore. Bon, ils gagnent même leur guest sur la Bourgogne et sur Kiel à ce moment-là, parce que je défends la Rhénanie et pas les deux autres. Par contre, il y a effectivement au sud, il y a des Au flottes. sud, ils bloquent le français. Il y a une alliance à trois, c'est assez joli à voir aussi. Ouais, trois couleurs différentes en Méditerranée pour bloquer le français. Ouais, c'est beau. Et du coup, là, l'Autrichien va jouer un coup contre le Turc maintenant. L'Autrichien et le Russe commencent à jouer ensemble. Et puis finalement, l'Autrichien rechange de camp et va rejouer contre le Russe. Donc Ok. l'Autrichien fait un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Bon, le russe lui a attaqué la Roumanie en même temps, il a bien fait de se défendre. Mais il soutenait sur Constantinople. Bah, bon, ça serait pas passé, mais Ok. ils auraient pu mieux faire quand même à ce niveau-là, Oui, les deux. Et du coup, là, le le petit français retournement de avance. situation, c'est que l'anglais va se retourner contre le russe aussi. Et donc le russe, sur ce coup-là, perd deux unités, parce qu'il perd STP et il perd Suède en même temps. Il va devoir démobiliser. Qu'est-ce qu'il va enlever? Ukraine? Non, Arménie. Ouais, ça c'est un peu étonnant aussi, parce que Bon, en même temps, s'il enlève l'Ukraine, il est pas très bien non plus. Hein. bah, il est pas très bien de base à ce niveau-là. Ouais. Bon, là, on a du coup une France et une Angleterre assez fortes, une Autriche forte, et puis plus grand monde derrière. Combien de centres? 8 pour l'anglais et Ouais, 7 pour oui. la France. Ok. Et l'Autriche, ouais. La France doit absolument gagner, donc je me demande quelle va être sa réaction. Bon, il y a la Belgique qui est un peu isolée au milieu de Hein, il y a Kiel qui est un petit peu isolé, parce que c'est allemand quand même au milieu de tout ça. l'anglais qui rentre en manche de nouveau et Et là, l'anglais qui stable le français à ce moment-là. qui tente de prendre la Hollande en profitant du déplacement à Kiel. Ouais. Et qui avance sur Munich, ok, et qui rentre en Donc Manche. qui rentre partout, en Hollande, en Belgique, à Munich, Ouais, en Manche. joli Euh, coup. et là, donc le step qui est un peu décisif. Et le russe, après avoir démobilisé Arménie, qui revient à Arménie. Qui Donc, revient en Arménie après l'avoir démobilisé en laissant Varsovie tomber. Bon, de toute façon, il y avait un soutien allemand sur Varsovie. voilà, j'étais un peu opportuniste à soutenir l'Autrichien sur Varsovie, mais bon. Bah, il pouvait t'aider après à prendre Moscou, par exemple. Ouais, c'était ça le deal. Et d'ailleurs, là, c'est un point important à ce niveau-là. C'est le fait de soutenir l'Autrichien en Varsovie, pas de mettre l'Allemand en Varsovie. C'est qu'il y a Silésie qui peut jouer après sur la France et sur l'Angleterre
en Allemagne. Oui. Et cette armée de Silésie, elle va avoir une importance après, il me semble. Et donc le Français Ok. qui partait à fond contre l'Autrichien va devoir faire complètement demi-tour parce qu'il se fait attaquer en même temps. Et l'Italien qui peut reprendre Tunis, du coup, vu qu'il n'y a plus la nécessité de bloquer le Français. Le Russe qui finit par percer Smyrne à ce moment-là. Et du coup, ben là, bon, c'est un peu chaotique, mais si on voit au niveau des ajustements, donc du coup, il y a encore un +2 anglais qui passe à 10 centres. La France qui tombe à 6, donc L'Autriche à facile perdu. 8. Pas mal. Mm. Effectivement, là, ça a un peu stoppé les possibilités françaises de gagner. Je pense le gros mouvement anglais, là, c'était bien joué. Ouais, donc un stop qui va s'avérer décisif, mais qui tue bien Ruben à ce moment-là. Il l'empêche de gagner en tout cas. Et derrière, là, il y a une pseudo-coalition austro-française avec un Allemand qui participe contre l'Anglais. Ok. Et donc l'Autrichien qui va renvoyer toutes ses unités à Munich. Et un coup qui va s'avérer décisif, c'est à ce moment-là, donc au printemps 06, Venise qui rentre à Trieste. Ok. Donc Trieste tombe et va être italien. Et donc si on regarde la carte, là, il n'y a plus d'unité ni à Vienne, ni à Budapest, ni en Serbie. Donc autant dire que Trieste a tous les centres ouverts devant lui. Et donc va pouvoir prendre un centre Ouais, autrichien cette année-là. il a fait Serbie-Albanie au lieu de Serbie-Trieste. Il pensait que l'Italien allait convoyer en Albanie. Et l'Italien pensait qu'il allait autobounce en Albanie parce qu'il soutient Trieste-Albanie pour quand même rentrer à Trieste. Ok. C'est joli ce coup, ce soutien qui changera rien mais qui était quand même bien vu. Bien vu, ouais. Et donc automne 06, une petite défense sur STP, Oui. un Autrichien qui bounce l'anglais. L'Allemand qui résiste bien. Et Munich-Berlin qui passe pas, et du coup l'Autrichien qui va aller prendre Munich dans le dos du Français, et Sébastopol en parallèle, et donc on Ah se ouais. retrouve. Il me semblait que l'Autrichien pourrait presque gagner cette partie, hein. Bah s'ils perdaient pas Trieste, ils étaient à égalité à la fin de ce coup-là. Ouais, il a perdu Budapest en fait, ok. Ah ouais. 9 centres pour l'Autriche, 10 pour 10 l'Angleterre, pour l'Angleterre. et plus que 5 pour la France et l'Italie, du coup la France qui est rétrogradée à la troisième place égalité. Et le Et Russe qui a carrément tout abandonné pour allez tuer Cyril, donc tuer Syrie. la fameuse entente, Nicolas Cyril qui a encore frappé. Bah, au moins, il devrait survivre en Turquie, contrairement Contrairement aux aux Turcs. Turcs. Et bon, du coup, c'est assez drôle parce qu'il y a un Allemand en Russie, un Autrichien en Russie aussi, et puis un Russe en Turquie. C'est un peu, tout est mélangé. Et du coup, là, il y a une proposition de draw et qui va être acceptée du coup à ce moment-là de la partie. Ok, l'Autriche accepte la draw là. L'Autriche accepte la draw. Pourquoi? Ouais, je suis Parce un peu qu'en fait, étonné parce qu'il pourrait presque prendre Moscou et espérer reprendre Budapest. alors en fait, il peut pas prendre Moscou parce que s'il prend Moscou, l'anglais prend STP. Et il peut pas tenir, et il peut difficilement prendre Moscou en tenant Varsovie parce qu'il y a quand même deux Oui, unités. non, alors Moscou, ouais, on oublie, ok. Et donc il est un peu contraint d'aider l'Allemand à défendre STP pour pas que l'anglais fasse puissant. C'est vrai qu'à cause de la flotte en mer Noire, il peut pas tellement bouger ses positions de Sébastopol, Roumanie, Bulgarie. Voilà. C'est peut-être compliqué de reprendre Budapest ouais, avec la Et il nouvelle est, création en Venise. Ok. c'est ça, elle est compliquée à prendre et il va même s'exposer sur la Grèce a priori. Donc c'est pas si évident que ça pour lui. Et il a le risque que l'Allemand lui reprenne Varsovie au dernier coup en plus. Donc en fait, assez délicat pour lui de faire plus simple cette situation-là. Il a même Ouais, des chances j'aurais tenté. il a des chances que l'Anglais creuse l'écart. Après, il a pas grand-chose à perdre non plus parce que il va pas se faire rattraper par ni l'Italien ni la France a priori. Ouais, il y a possibilité sur Berlin. Bah, Si, Berlin est bien couvert. si vous décalez en Prusse-Silésie, Bah, c'était le plan initial. Après, la question aussi, c'est qu'il n'y a que l'Autrichien qui a intérêt à jouer contre l'Anglais. Le Français et l'Allemand, donc et moi, et l'Italien, on n'a pas vraiment d'intérêt dans l'histoire. Et puis l'autre truc aussi, c'est que Paris est quand même menacé avec 2 unités. Et du coup, le Français, il peut pas couvrir et Paris et Marseille. Donc il est obligé de s'exposer aussi un petit peu. ouais, c'est pas si évident. Moi, j'aurais essayé quelque chose Je avec t'avoue ça. avoir longuement milité pour que ça soit joué. J'ai Ouais. poussé l'Autrichien à jouer, mais il a pas voulu. Bah, t'aurais pu dire non, hein. Ouais, j'hésitais après, je trouvais ça un petit peu délicat comme à deux centres de dire non, sachant que s'ils se mettent d'accord, ils t'éliminent comme ils veulent. Je me suis dit, bon, on va se faire discret quand même. Effectivement, c'est pas à toi de dire non. En conclusion, tu peux peut-être nous faire un petit point sur le classement, Christophe? Oui, donc Steve Personeni qui remporte ce championnat du monde francophone de diplomatie virtuelle grâce à ses 2 victoires. Malgré une troisième partie beaucoup moins bien, il arrive à s'imposer. On a derrière immédiatement Ruben qui fait un très beau tournoi hein, malgré tout, avec une très belle partie à 17 centres avec son Angleterre. Une victoire partagée à 3 et la France qui finit en troisième position, égalité sur sa troisième partie. Il aurait effectivement pu gagner le tournoi Ruben sur une victoire en dernière round. En troisième position, on me retrouve moi, grâce à ma victoire avec l'Angleterre
Inter. J'ai eu une deuxième place et une troisième place dans ce tournoi. Ley qui s'en sort super bien aussi en quatrième position, avec beaucoup de victoires partagées pour Ley. Je pense qu'il aurait pu aller chercher une victoire seule à un moment donné. À noter quand même Cyril, l'ancien champion, donc le champion de l'édition précédente, qui finit 19e avec 2 éliminations et une partie à 2 centres. Ah, les gens ont peut-être eu peur de l'ancien champion Voilà. du monde. Il a peut-être été un peu ciblé pour ça, mais donc ça lui a pas très bien réussi. Je pense aussi son conflit naturel avec Nicolas n'a pas aidé. Merci Christophe du coup pour cette petite review du tournoi. C'était la deuxième édition de ce championnat du monde. On espère continuer l'année prochaine, bien sûr. On se revoit pour des parties de ligue sur Diplomania prochainement. Voilà, donc je vous invite tous donc dès le 9 avril, vous avez toutes les dates de la ligue d'ailleurs sur le Discord et même sur la brique sociale de Diplomania, donc n'hésitez pas à les consulter et donc vous pouvez suivre le petit lien en description pour rejoindre le Discord si c'est pas encore fait. Merci Brieux. Allez, bonne soirée à Christophe, à la Bonne prochaine. soirée.